Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là, si nombreux. Donc moi, je suis Antonine Fulla. Je suis la directrice de la programmation culturelle du Musée d'Orsay. Pour être un petit peu plus précise, ça concerne en fait mon spectre d'action concerne tout la programmation de spectacles vivants, de conférences, de spectacles jeunes publics en lien avec les expositions et les collections permanentes du Musée d'Orsay. Eh bien bonjour, moi c'est Jean-Victor Cléricault. Merci d'être aussi nombreux pour cette matinée. Donc moi je dirige le lieu, la salle du Moulin Rouge à Paris, donc le cabaret. Je dirige aussi 2 autres lieux que sont la machine du Moulin Rouge, donc salle de concert, programmation culturelle aussi variée, discothèque aussi, club le week-end, et un deuxième cabaret qui s'appelle la Nouvelle Ève dans le 9e arrondissement de Paris, donc dans le même format que le Moulin Rouge, mais dans une salle tout aussi jolie et plus intimiste que le Moulin Rouge. Voilà. Donc on est ici réunis effectivement pour vous raconter un petit peu la collaboration qui nous a réunis l'année dernière. Enfin, l'année dernière, c'était plutôt la saison dernière, donc au printemps 2025. Collaboration qui, effectivement, sur le papier, peut paraître un petit peu inédite, de réunir le Moulin Rouge et le Musée d'Orsay. Cette collaboration, elle a vraiment trouvé son origine dans un projet d'exposition que le Musée d'Orsay a proposé avec la BNF, pour présenter tout un corpus d'affiches du 19e siècle. C'était une exposition assez exceptionnelle parce que ça n'avait jamais été fait de présenter un tel corpus d'affiches. C'était à peu près 230 affiches réunies à Orsay, qui réunissaient les maîtres de l'époque qu'on connaît parfois plutôt pour leur travail de peintre, comme Bonnard par exemple, Toulouse-Lautrec, Chéret, Steinlein, et donc là qui était représenté et qui couvrait vraiment la période du musée d'Orsay, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle. Donc, notre période, pour ceux qui ne savent pas, c'est 1848-1914. C'est vraiment ce champ de la création qu'on propose. Et il se trouve que cette période, c'est vraiment l'essor de l'affiche illustrée, qui se développe parce qu'aussi la technique se développe et ça permet de faire des affiches de plus en plus belles, colorées et en nombre de plus en plus important. C'est ça aussi la révolution de cette époque. Et effectivement, c'est une époque qui voit le développement des lieux de spectacle. Donc c'est une époque qui est très riche dans la vie culturelle parisienne et c'était tout un pan justement de l'exposition de présenter les affiches de spectacles. Il y a énormément de spectacles qui se créent et on est en plein dans la période justement du Moulin Rouge, puisque Jean-Victor en parlera mieux que moi, mais c'est vraiment la création en 1889. Donc quand on a vu, quand on a commencé à travailler sur l'expo, qu'on a vu le corpus pressenti, parce qu'au départ d'une expo, on n'a pas évidemment tout le choix qui est arrêté, mais assez vite, on s'est aperçu qu'il y avait vraiment matière à faire des choses très, très intéressantes, et on avait beaucoup, en tout cas, le Moulin Rouge était représenté, parce qu'il a été représenté par plusieurs grands affichistes, le plus connu étant Toulouse-Lautrec, évidemment, dont on a les panneaux même de la baraque de la Goulue dans nos collections, mais évidemment aussi Jules Chéret. Donc le Moulin Rouge était vraiment très bien représenté. Donc assez vite, on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait pas intéressant d'aller donner... plus qu'illustrer, c'est-à-dire donner vie aux affiches, imaginer quelque chose d'assez original et inédit en allant collaborer avec le Moulin Rouge. Et c'est là qu'on a commencé à discuter ensemble. Oui, c'est vrai que pour nous, le Moulin Rouge a été créé en 1889, ça a 136 ans maintenant, donc, pour l'exposition universelle, en même temps que la Tour Eiffel.
Et très vite, en fait, les lieux de spectacle, donc les cabarets notamment, puisque c'est vraiment eux qui ont été précurseurs sur ces affiches qui ont changé un peu d'objectif aussi. C'était plus que de la réclame, c'était aussi un objet artistique. Donc c'est l'art qui... c'est d'ailleurs le titre de l'exposition, mais c'est la rue qui devient vraiment un vecteur de diffusion artistique, hein, qui à l'époque n'était pas forcément le cas. On était plutôt sur de l'art assez réservé à une élite quand même. Et l'art se diffuse dans les rues, c'est de l'art urbain. Donc c'est une démocratisation un petit peu de cette esthétique artistique. Et très tôt, le Moulin Rouge en fait a utilisé donc ces affiches pour faire la promotion d'abord de sa création, puis de son spectacle, du French Cancan notamment. On verra sur certaines affiches, notamment l'affiche qui représente la Goulue, danseuse emblématique du Moulin Rouge, pour avoir créé la première troupe professionnelle, hein, de danseuses artistes au Moulin Rouge, et qui ont réussi à monter cette troupe et à la rendre populaire avec ce French Cancan. Et c'est vrai que pour nous, c'est toujours dans l'imaginaire collectif, tout le monde sait ce qu'est le Moulin Rouge, mais finalement, personne ne sait vraiment ce qui s'y passe. Donc pour nous, c'est toujours un grand écart assez difficile quand on essaye de sortir de nos murs, parce que quand on est dans nos murs avec notre spectacle et nos artistes, on est en complète maîtrise. Quand on sort dans des lieux extérieurs pour se projeter avec nos artistes, c'est un exercice pas évident, parce qu'on évolue dans un cadre différent, on n'est pas en maîtrise, donc c'est toujours pour nous un risque de présenter quelque chose qui n'est pas à la hauteur de nos exigences telles qu'elles sont au Moulin Rouge. Et alors quand le musée d'Orsay nous a proposé de travailler ensemble sur ce projet-là, on s'est dit « Oups !» Là, de nouveau, c'est un inattendu complet, puisqu'on est sur les antipodes, hein, si vous voulez, entre la grande culture et puis le Moulin Rouge, qui a toujours été, enfin le cabaret en général, qui est pour nous de la culture, mais qui bien souvent est de la petite culture. Donc c'est vrai que pour nous, ça a été une belle surprise. Et on a abordé ce projet-là, on reviendra après là-dessus, mais toujours avec cette sensation et ce sentiment d'intérêt du musée d'Orsay très manifeste, hein, parce que c'est vraiment le concept du 1+1 est supérieur à 2, hein, et c'est ça qui nous a beaucoup plu et qui nous a poussé à faire cette collaboration. Oui, tout à fait. C'est vrai que, effectivement, c'est intéressant ce que dit Jean-Victor, parce que une exposition comme celle-là, L'art est dans la rue, c'est aussi une exposition qui montre un médium qui ne sont pas des œuvres d'art habituelles. Nous, on a un musée de peinture, on montre des chefs-d'œuvre, et là, on montrait des affiches. Alors, des affiches magnifiques, originales, qui n'ont jamais été montrées, mais malgré tout, c'était aussi un exercice nouveau pour le musée et qui permettait justement de montrer la culture populaire. C'est aussi le développement effectivement de la société de consommation, la fin du 19e siècle. C'est l'art qui sort dans la rue, et donc c'était vraiment l'idée. C'est pour revenir aussi sur nos objectifs, qu'est-ce qu'on recherchait dans cette collaboration. C'était de faire entrer cet art, cette vie représentée dans les affiches à l'intérieur du musée. Alors, nous, au musée d'Orsay, on a cette chance quand même assez exceptionnelle d'avoir, pour ceux qui sont déjà venus, vous l'avez en tête, c'est cette grande nef. C'est-à-dire qu'on entre dans le musée, qui est une ancienne gare, hein, donc c'est aussi ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment une transformation d'un bâtiment qui n'était pas du tout conçu pour les beaux-arts, mais qui devient un musée des beaux-arts. Et cette grande gare, là où les trains arrivaient, c'est notre grande nef. Et c'est un lieu où on peut réunir énormément de monde et où on peut avoir quelque chose qui est visible par tous et qui est au cœur des collections. Donc, nous, en tant que direction de la programmation, on a évidemment un auditorium où on a la majeure partie de notre programmation, mais on aime sortir de cet endroit et investir les collections, parce que c'est là où on peut provoquer justement des rencontres inattendues entre les arts. On peut provoquer quelque chose de différent pour le public qui vient assister, qui vient voir l'exposition, mais qui va pouvoir aussi bénéficier d'autres choses. L'idée, c'est d'apporter vraiment une dimension supplémentaire à ce qu'on peut voir, d'être
réponse, en cohérence avec la présentation des œuvres dans l'exposition, mais de lui donner une dimension supplémentaire, une vie supplémentaire. Et là, c'est vrai qu'avec le Moulin Rouge, c'était pour nous assez exceptionnel. Et je vais peut-être réussir à vous montrer ça précisément. Alors là, on voit la Goulue et Valentin le Désossé, qui sont... Voilà. J'aime bien cette photo de la Goulue et Jeanne Avril, parce que c'est vraiment, pour le coup, il n'y a que le Moulin Rouge qui peut nous proposer d'avoir cette rencontre, en fait, cette incarnation des personnages qui sont sur les affiches et finalement qu'on peut nous convier dans le musée. Donc pour nous, c'est très intéressant. Après, ce qui nous intéresse aussi, on aurait pu l'aborder de plein de manières différentes, hein, ce partenariat. On aurait pu se dire on aurait pu faire une conférence dans l'auditorium, raconter la naissance du Moulin Rouge et faire aussi le lien avec nos collections. Mais ce qui nous a intéressés, c'est de créer un événement particulier, en fait. C'est d'avoir cet événement inédit, de créer vraiment une rencontre. Et donc, c'est pour ça qu'on a assez vite opté pour un week-end exceptionnel, vraiment centré autour d'un week-end. Donc, c'était les 24 et 25 mai 2025. Et d'occuper tous les espaces. Ça, c'est vraiment assez important pour nous, et c'est pas évident pour un musée de faire ça. C'est d'arriver à vraiment proposer aux visiteurs une expérience totale, c'est-à-dire de pouvoir venir dans le musée, d'assister à des défilés de costumes du Moulin Rouge. La salle des fêtes était complètement dédiée à la présentation des métiers d'art du Moulin Rouge. Et on avait donc une circulation constante du public qui pouvait à la fois voir l'expo, assister à des défilés de costumes et puis aller dans la salle des fêtes voir les métiers d'art. Et la dimension supplémentaire qu'on aime ajouter, c'est on a fait le samedi soir dans le musée un spectacle où là on a pu développer un petit peu plus la partie vraiment spectacle avec le French Cancan au cœur de la nef, vraiment en majesté. Donc ça, c'était quand même assez incroyable, on n'avait jamais vu ça. Ça, c'était sur une billetterie spécifique avec un public réduit, donc ça permettait d'avoir à la fois un événement qui était dédié à tout le public du musée sur 2 journées, donc avec simplement son billet d'entrée. On pouvait bénéficier de toute la programmation autour avec le Moulin Rouge, mais on avait aussi un moment plus privilégié le soir, pour un public restreint, là, avec une billetterie spécifique, où on avait un spectacle avec le French Cancan et autre chose. Ce n'était pas que ça, hein, il y avait défilé de costumes aussi, et un accès à la salle des fêtes. Donc c'est vraiment cette dimension 360, c'est-à-dire vraiment avoir une proposition très complète pour le visiteur qui venait ce week-end spécifiquement au musée d'Orsay. Et c'est vrai que cet aspect 360, on en a parlé quand on préparait un peu cette présentation, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, nous, au Moulin Rouge, parce qu'on a la capacité de se projeter hors les murs avec nos artistes. On le fait très ponctuellement, de manière assez exceptionnelle d'ailleurs. On ne le fait pas souvent, on le fait vraiment pour des occasions très particulières. On le fait quand on sent qu'on a le partenaire en face qui est aussi à l'écoute et qui s'adapte aussi au Moulin Rouge, parce qu'on ne peut pas performer partout, n'importe où, n'importe comment, comme je le disais tout à l'heure. Mais là, ce qui a tout de suite été plaisant, c'est qu'effectivement, on a commencé à discuter du projet, mais très vite, on s'est dit il faut faire plus, il y a plus à faire que juste une performance. Alors c'est effectivement la touche festive, vivante, spectacle vivant qu'on apportait donc dans ce lieu et dans cette exposition. Mais on s'est dit il faut vraiment aller un peu plus loin, réfléchir à faire plus, et ça nous a beaucoup plu, parce que, comme je vous le disais, on sait tous ce qu'est le Moulin Rouge, mais on ne sait finalement pas ce qui s'y passe. Et le Moulin Rouge, c'est une troupe de 100 artistes permanents, c'est une 60aine d'artisans, 4 maisons d'art qui ont rejoint, qui ont été internalisés dans le Moulin Rouge et qui vont des métiers de la broderie, plumasserie pour les plumes, botterie et création de costumes. Donc on avait là, cette fois-ci, l'opportunité, la chance de pouvoir mettre en avant de A à Z
tout l'univers du Moulin Rouge dans ce musée exceptionnel. Donc les métiers d'art, effectivement, ont été dans la salle des fêtes, hein, c'est ça, oui. pendant la durée du week-end pour présenter leurs métiers d'art et leurs spécificités, leur savoir-faire. Pendant les journées, on avait ressorti de nos archives quelques costumes de nos précédentes revues. Comme on voit là, justement, c'est la revue d'avant Féerie. Donc aujourd'hui, vous avez Féerie qui est en scène au Moulin Rouge. Ça, c'est la revue Formidable. Et c'était intéressant ce clin d'œil, puisque dans la revue Formidable, on avait justement dans les meneuses de revue des costumes qui avaient été faits pour représenter la Goulue et Jeanne Avril. Donc on vient apporter cette touche vivante. On voit l'affiche, mais maintenant on la vit. Et on la vit avec les artistes du Moulin qui viennent présenter des costumes. Donc pendant les 2 journées, on a fait plusieurs passages dans la nef, effectivement, qui rappelle aussi un peu l'art urbain, finalement. On déambule dans un volume qui n'est pas vraiment fait pour ça, pour de la danse. Donc on a fait ces défilés. On a fait, donc, comme Anthony le disait, le soir, un French Cancan, qui est la danse par excellence du Moulin Rouge. Donc on a fait une performance de French Cancan le soir, le samedi soir. En parallèle, on a aussi monté des tables rondes pour avoir cette vocation aussi un peu pédagogique à l'ensemble des spectateurs, pour rappeler ce qu'est le Moulin Rouge, de ses 136 ans d'histoire, de péripéties et d'aventures, et aussi un focus un peu plus particulier sur le French Cancan, qui était déjà à l'époque une danse révolutionnaire pleine de contrastes par rapport à la société dans laquelle les femmes évoluaient, notamment à cette époque-là. Oui, on a essayé de couvrir au maximum le champ, y compris effectivement d'avoir 2 conférences, une dédiée au French Cancan et féminisme, qui conviait aussi des danseuses, des spécialistes, des chercheuses, et sur l'histoire de Moulin Rouge. Mais oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut paraître aussi peut-être surprenant pour le musée de montrer aussi peut-être des savoir-faire qui ne sont pas liés au musée en tant que tel. Mais ce qui était intéressant quand on a proposé d'avoir la salle des fêtes, donc qui est l'ancienne salle de bal de la gare d'Orsay, complètement dédiée au métier d'art du Moulin Rouge, ça s'inscrivait aussi pour le musée dans une démarche qui avait justement été le souhait de notre président. On a accueilli en avril 2025 les Journées européennes des métiers d'art. Donc aussi dans un esprit assez original, parce que c'est pas évident, là encore, pour un musée, d'accueillir les Journées européennes des métiers d'art, parce qu'on n'a pas pu accueillir tous les métiers d'art, notamment quand on manie du feu, des matières liquides. On ne peut pas tout présenter, mais malgré tout, il y avait beaucoup de métiers d'art représentés. Et pareil, avec un billet d'entrée, on pouvait entrer au musée et discuter avec les métiers d'art. Donc ça, pour nous, c'était aussi très intéressant, parce que ça répondait à ce qu'on avait organisé un mois avant, et d'une façon qui était complémentaire, parce qu'effectivement, nous, on présentait des métiers d'art plutôt liés au monde muséal, aux arts visuels. Et là, ça nous permettait d'aller montrer des métiers d'art plutôt liés aux arts du spectacle. Et nous, on y est très attachés, parce que ce type de partenariat, pour le musée, moi je trouve que c'est très important, parce que notre objectif à la direction de la programmation, c'est d'insuffler de l'art vivant dans le musée, mais pas de façon anecdotique. Ça se voit beaucoup maintenant, évidemment, les musées sont très dynamiques, on fait plein de choses dans les musées, c'est super. Mais nous, notre spécificité, ce qui fait la particularité, c'est de redonner la place aux arts vivants du 19e siècle. Et c'est vrai que le cabaret, alors ils ont des lieux, le lieu de spectacle existe, mais cette rencontre, ça crée quand même quelque chose de complètement différent et d'assez vraiment spécifique, inédit pour le public, cette rencontre. Et c'est dans l'ADN aussi d'Orsay de présenter la diversité de la création artistique du 19e siècle dans ces médiums photo, cinéma, peinture. C'était vraiment l'idée d'avoir de la transdisciplinarité, mais aussi dans l'univers sonore de spectacle qu'on entendait à l'époque. Et ça fait complètement partie. Alors évidemment, on a plus l'habitude
d'entendre, nous, de proposer de la musique classique, quel était le répertoire de l'époque, Debussy, Fauré, etc. Mais ça fait tout à fait partie de la spécificité des arts vivants du 19e siècle. Donc pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir cette capacité à faire ce lien, ce pont, et c'est vraiment une dimension supplémentaire qui est totalement réfléchie, pensée en adéquation avec ce qu'on présente dans les collections. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et peut-être aussi rappeler, je pense que c'est intéressant aussi de vous présenter un peu les enjeux, en fait, ce que ça représente, parce que quand on... Là, c'est très sympathique, très festif, mais en fait, c'est pas du tout anodin d'avoir... je ne sais pas combien de danseuses étaient présentes, Jean-Victor, mais il y avait beaucoup d'artistes. Donc on envahit complètement les espaces du musée et ça nous demande, nous, énormément d'adaptation. C'est vrai que c'est plaisant d'avoir un partenaire comme le Moulin Rouge avec qui on peut parler, parce que ça veut dire que le musée doit se mettre en capacité d'accueillir en fait des artistes de ce niveau, tout en accueillant des visiteurs, parce que c'est 4 millions de visiteurs par an, le musée d'Orsay est sur, je donnerai un petit peu les chiffres, mais on a quand même beaucoup de monde qui vient dans le musée. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se mette au niveau technique, donc on installe une scène au milieu de la nef qui fait 8 mètres par 10. On installe un grill lumière, parce que qui dit costume du Moulin Rouge dit lumière, parce que si on invite le Moulin Rouge et qu'on ne met pas les moyens techniques, ça rend beaucoup moins bien. Ce sont justement, on parle d'artisanat d'art, il faut mettre en valeur, ce sont des objets d'art en soi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on installe un dispositif technique qui n'est pas du tout anodin. Et on a par exemple, il fallait mettre une rampe parce que le costume de Jeanne Avril que vous avez vu, cette longue robe, elle ne peut pas vraiment monter les marches avec, donc il fallait qu'on ait une rampe pour qu'elle puisse monter sur la scène. Il y a tout un système qu'il faut développer pour accueillir dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est un défi qu'on aime bien relever parce qu'on a des équipes pour, mais qui fait aussi tout l'intérêt. Et ce qui est assez aussi intéressant, c'est qu'on utilise les espaces du musée pour des choses qui ne sont pas forcément attendues au départ. Je ne sais pas si je vais vous retrouver là. Donc là, c'est les métiers d'art. Là, c'est dans la salle des fêtes. Mais on a, par exemple, dédié la salle des grands formats. Voilà, vous voyez là, tous les costumes sont en fait la salle des grands formats, qui est la salle 24, où on a vraiment tous les grands formats de la peinture d'histoire. On l'a réservé, en fait, c'est devenu la loge des danseuses et des artistes, des danseurs du Moulin Rouge. Donc ça nous demande de repenser certains espaces du musée, de les adapter, de mobiliser énormément nos équipes aussi de surveillance, parce que ça génère beaucoup de fréquentation. Donc il faut à la fois repenser l'espace du musée, le repenser pour qu'il ce soit compatible avec une circulation fluide du spectateur, une visibilité, parce qu'il faut c'est aussi penser les conditions, comment le musée se met dans des conditions pour accueillir des artistes et pour que les visiteurs puissent bénéficier pleinement et dans les meilleures conditions de ce qu'on fait. Donc ça, c'est un enjeu essentiel et qui est pas anodin pour nous. Non, et ça l'est pas pour nous non plus, parce que c'est vrai que très régulièrement, on nous demande de participer à des événements ou d'accompagner des événements. Et c'est vrai que si on n'a pas cette collaboration vraiment plus, nous, on n'est pas très à l'aise. Et parce qu'effectivement, on a besoin d'outils techniques, d'outils artistiques qui nous permettent de mettre en valeur tout notre spectacle, nos artistes, nos corps de métier. Et c'est vrai que là, tout a vraiment été déroulé pour qu'on puisse, nous, le faire dans les meilleures conditions possibles. Alors, on a l'habitude d'investir des lieux parfois un peu particuliers, qui n'ont pas du tout l'usage ou la destination d'une loge, par exemple, comme on le voit là. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre, mais finalement, c'est des choses qui se font de manière assez simple. Pour nous, les contraintes, c'est que le Moulin Rouge, c'est un établissement qui est ouvert tous les jours de l'année et qui présente son spectacle 2 fois tous les soirs. Il y a une troupe de 100 artistes à demeure, mais une 60aine d'artistes tous les soirs sur scène. Donc il fallait pour nous qu'on puisse jongler entre
ces impératifs de ce week-end exceptionnel, et en même temps être en capacité de pouvoir quand même assurer le spectacle le soir pour notre public Place Blanche. Donc on était tout le temps dans cette vigilance de pouvoir assurer du côté du musée d'Orsay ce week-end, et puis de pouvoir aussi le soir arriver à temps au Moulin Rouge pour le lever de rideau. Ce qui est important pour nous encore sur ce projet-là, l'enjeu pour nous, c'était de rappeler aussi que à l'origine, les cafés, les cabarets étaient aussi des lieux où se sont développés tout l'univers, l'innovation créative, artistique, au même titre que des ateliers de peinture. Et c'est vrai que s'associer à l'exposition sur ces affiches qui ont justement été un peu disruptives parfois, parce qu'on a évolué sur la méthode aussi de graphisme et de mise en valeur des affiches, ça nous a permis aussi de rappeler ça, parce que souvent on oublie que les cabarets étaient pendant un certain temps un peu cailloux dans la chaussure au démarrage, mais très vite ont été des lieux d'imagination et de créativité sans limite. Et donc c'est vrai que c'est cet aspect-là qui nous a, en tout cas un des enjeux pour nous, c'était de remontrer aussi un peu cette particularité-là du cabaret au sens large. Et puis pour nous c'était évidemment l'association d'images, l'inattendu, on l'a dit plusieurs fois, ce côté inhabituel de pouvoir investir un musée de cette ampleur avec nos artistes. Un peu maintenant peut-être pour parler sur pas les chiffres de cette exposition ou de ce week-end, mais un peu les ressentis de chacun de nous. Nous, les artistes, quand on leur a parlé de cette opération, ils se battaient pour être dans l'équipe qui était dédiée pour l'opération. Et l'événement a une telle ampleur pour eux qu'on avait participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques l'année dernière. Pour eux, c'était tout aussi important, voire plus important, parce que bien souvent, pour des artistes de cabaret qui sont finalement issus d'une filière classique, mais de par leur taille ne peuvent pas rester dans le classique, se retrouvent dans des cabarets. Et les cabarets ont toujours une image parfois un peu négative, où de vieux préjugés continuent d'exister sur les cabarets. Donc c'est vrai que pour eux, de leur permettre d'investir un tel écrin, pour beaucoup c'était émotionnellement fort, et ils en ont gardé un souvenir incroyable, bien plus important que cette ouverture des Jeux Olympiques l'année dernière. On est ravis, ouais. C'est vrai que... Non, mais on est toujours très heureux d'accueillir des artistes. Et en général, effectivement, ça crée des rencontres ou même des moments assez forts pour... c'est pas anodin de danser au milieu des œuvres d'art ou de performer au milieu des œuvres d'art. Ce qui est toujours intéressant aussi, c'est Caroline Carlson qu'on avait invitée fin juin, la grande chorégraphe, qui disait ça et qui tout de suite notait ça, mais le rapport, évidemment, scène-salle est complètement différent quand on joue dans le musée, c'est-à-dire qu'on est vraiment au plus proche pour les artistes, et je ne sais pas si on le voit, mais les artistes qui performaient sur la scène, là, vous voyez, les gens sont juste à côté. Je pense qu'on n'a jamais, quand on va... au Moulin Rouge, on voit les artistes sur la scène, mais là, on est vraiment au plus proche de la performance. Et quand ils défilent dans la nef, les gens les voyaient vraiment de façon très, très proche. Donc ça, c'est vraiment une expérience assez exceptionnelle pour les personnes qui ont pu y assister. Nous, ce qu'on a noté, alors c'est toujours difficile en termes de public, d'évaluer sur un week-end comme ça, et de comparer, d'être vraiment précis sur l'impact que ça a eu. On n'a pas d'impact qualitatif, on n'a pas d'études de public, mais on suit évidemment très précisément nos chiffres. Et moi, je me suis un petit peu amusée à regarder, à comparer. Alors, dans un mois de mai où ce sont des longs week-ends, donc on a beaucoup de public touristique. Mais ce qui est intéressant de noter sur un week-end comme ça où il n'y a pas de pont, c'est qu'on a eu plus de 25 000 personnes qui sont venues sur les 2 jours, et notamment le dimanche, on a 12 300 personnes. 12 300 personnes, c'est un tout petit peu plus qu'un premier dimanche gratuit. Donc les premiers dimanches gratuits, c'est là où on a effectivement énormément de public qui vient au musée. Et j'ai comparé avec des dimanches précédents, on est à 9500, 9200 personnes. Donc on voit que ça génère, ça c'est indéniable, effectivement, ça génère une fréquentation supplémentaire liée à l'événement.
Et nous, ce qu'on note aussi, et ce qui est toujours, on voit d'ailleurs dans les images, le public qui est vraiment tout autour. Hop, c'est là. Moi, ce que j'aime bien au musée, c'est qu'on a plein de points de vue différents sur le... Alors, je sais pas, ça marche plus. Mais on a plein de points de vue différents. Quand on est dans la nef, on peut se mettre devant la porte de l'enfer de Rodin, au deuxième, au médian, donc on voit de haut. On peut multiplier les points de vue et le public entoure vraiment les artistes. Donc ça crée justement cette nef. Ça génère une sorte de... en fait, c'est une grande agora, un grand espace où le public se rassemble. Donc ça génère vraiment quelque chose, une effervescence assez particulière et une attention du public, une atmosphère qui est à chaque fois tout à fait singulière et spécifique et qui est très intéressante, je pense, du point de vue du public et aussi, comme le disait Jean-Victor, du point de vue des artistes. Parce que c'est vraiment une façon de performer, une façon de se présenter qui est assez singulière et exceptionnelle pour le coup. C'est intéressant, peut-être pour conclure, mais ce point sur le public, c'est vrai que on avait compris que l'événement avait suscité beaucoup d'intérêt et que le public touché était du coup un public éclectique et parfois pas forcément habituel tant pour le musée d'Orsay que pour nous. En fait, on a trouvé cette complémentarité dans la proposition artistique, c'est que nous, on est allé investir un lieu dans lequel, encore une fois, on ne nous attendait pas du tout. On a touché un public qui, du coup, probablement n'a jamais poussé les portes du Moulin Rouge ou ne s'y intéressait pas vraiment. Et inversement, l'opération a permis aussi de faire investir les lieux du musée d'Orsay par un public qui peut-être était un peu plus assidu sur l'événementiel que peut générer le Moulin Rouge et sur cette performance-là. Donc on a bien senti qu'en fait, je reviens sur cet exemple du 1+1 supérieur à 2, c'est mon côté matheux, mais en réalité on voit bien que sur une collaboration qui fonctionne, en fait c'est bien plus que juste du dodant-dodant. C'est quelque chose qui va nous faire progresser. Et je sais qu'à l'époque, on avait parlé d'autres projets aussi au musée d'Orsay. Peut-être qu'on en reparlera plus tard. Mais en tout cas, ça a créé un vrai lien. Et on est très heureux de cette opération. Oui, tout à fait. Je conclurai sur la même analyse que Jean-Victor. Ce qui est intéressant aussi, évidemment, en termes d'image, cette association qui est un peu inédite, c'est que chacun y trouve aussi, va aller... on est complémentaires finalement. C'est intéressant aussi pour nous, musée, dans notre programmation. Ça a suscité un intérêt, par exemple, en termes de presse, de médias, d'attention, sur des médias que généralement on touche quand même moins. Nous, on va beaucoup... moi, je vais beaucoup parler sur France Culture quand on m'interroge. On va avoir des papiers dans le monde au Télérama. Là où on a eu l'intérêt plutôt des journaux. On a eu France 3, Télématin, on a eu TF1. Voilà. Donc ça nous a aussi permis d'aller vers d'autres... vers d'autres médias, d'autres publics qu'on touche... peut-être, en tout cas nous, moins dans notre programmation habituelle. Donc c'est aussi intéressant pour nous d'aller élargir au maximum et d'aller toucher au maximum des personnes qui n'auraient pas forcément une attention sur cette programmation. Voilà, si ce n'était... Parce que la force de frappe, j'allais dire, nous on est grand musée, établissement public, mais j'ai constaté que la force de frappe du Moulin Rouge était quand même aussi assez exceptionnelle. Et donc, c'était intéressant de ce point de vue-là de s'unir dans ce projet. Voilà. Je pense qu'on a un peu de temps maintenant, parce qu'on avait prévu 10-15 minutes pour avoir des questions-réponses, si jamais il y avait des questions dans la salle. Donc, c'est maintenant. Bonjour, Sophie Taïeb. Le musée nous a expliqué ce que cette collaboration lui avait apporté du côté du Moulin Rouge. Est-ce que vous avez pu évaluer une augmentation de la fréquentation et éventuellement un changement justement dans le profil vous permettant, en fait, cette collaboration vous permettant de toucher un public que vous ne touchiez pas auparavant? Alors pour nous, c'est difficile à chiffrer parce qu'en fait, sur la période de mai à août, c'est vraiment pour nous la période de forte fréquentation au Moulin Rouge, qui est quasiment un taux de fréquentation autour de 95-96% sur cette période-là, très
très estivale. On englobe tous ces mois dans la période estivale, très touristique. Donc on n'a pas senti immédiatement une fréquentation, un mouvement sur la fréquentation. En revanche, on est certain d'avoir touché des publics qui ne s'intéressaient pas forcément au Moulin Rouge. Et l'espoir, c'est que justement ces gens-là viennent pousser nos portes un peu plus tard. Mais difficile de le chiffrer ou de sentir l'impact immédiat. Bonjour, Sylvia Fornara, designer. Je voulais savoir si vous aviez eu pour le Moulin Rouge des temps de répétition possibles dans le musée d'Orsay, parce que j'imagine l'organisation par rapport aux sculptures et aux éléments en peinture présents. Oui, on a eu un temps de préparation, évidemment. Nous, on a besoin de ce temps-là pour s'approprier le lieu qu'on ne connaît pas. Même si tout avait été mis à disposition et que l'écoute était très interactive sur l'installation de la scène notamment, etc. Il a fallu quand même qu'on vienne répéter sur place pour les calages et puis juste la déambulation dans la nef de nos artistes. Ouais. On a eu plusieurs... quand c'est comme ça se passe en plusieurs phases. Il y a vraiment des temps de repérage, en fait, où ça se fait vraiment en plusieurs étapes. Les artistes, on commence par se rencontrer nous. Après, les chorégraphes viennent. On avait quelques artistes qui sont venus repérer. Et puis, souvent, ça se passe vraiment la semaine précédant l'événement. Nous, notre jour de fermeture est le lundi. Donc, on en profite en général pour monter tous les aspects techniques. Donc, on monte la scène, les lumières, on fait nos réglages. Et on profite des soirées. Donc après fermeture du musée, pour répéter. Alors là, avec le Moulin Rouge, c'était plus difficile parce qu'effectivement, ils travaillent en soirée. Mais on en fait en général une générale, justement. Donc là, le vendredi soir. Et il y a des repérages qui peuvent se faire le soir après 18h. Voilà. Donc ça laisse quand même des temps en dehors des horaires d'ouverture du musée. Oui, bonjour, Avelina Martin-Calvo, donc travaille entre l'art et le management. Je voulais savoir comment l'idée est née et qui était porteur de l'idée. L'idée, elle est née, nous, côté musée. En fait, quand on propose quand on a une exposition, là, un projet d'exposition comme l'art est dans la rue, les projets d'exposition, ils naissent parfois 3-4 ans à l'avance. Celui-là, moi, je suis arrivée au musée en janvier 2023, donc il était déjà dans les tuyaux et assez vite, on a ce qu'on appelle des comités de programmation. Donc, on se réunit avec les commissaires de l'expo et les services de programmation, la direction du numérique, et on partage un peu nos idées. Et donc, à ce moment-là, a émergé l'idée en discutant, en voyant les affiches, tiens, le Moulin Rouge, voilà. Donc, on pose cette idée. Et après, nous, on a contacté le Moulin Rouge, on s'est rencontrés. Et puis après, petit à petit, on a construit ensemble l'événement. Ça aurait été différent avec l'opéra ? Alors, on a travaillé, par exemple, quand on a fait en 2019 l'exposition Degas Danse-Dessin, dont le commissariat était assuré notamment par Henri Loirette, on avait fait un grand partenariat avec l'Opéra de Paris. Et on avait fait justement tout un spectacle, là c'était en soirée, dans le musée. C'est différent, ouais, c'est intéressant cette question. C'est différent, pas tellement, j'allais dire. Parce que l'opéra, on travaille aussi avec une troupe, donc avec des artistes qui ont des contraintes. Là, on avait un chorégraphe, c'était Nicolas Paul, qui avait conçu le spectacle. On avait travaillé avec les costumiers de l'opéra, on avait des costumes qui nous avaient prêtés. Et donc, c'est assez similaire finalement dans le temps d'anticipation, dans le temps de préparation et dans les échanges qu'on peut avoir. Si ce n'est peut-être que là, on avait un chorégraphe dédié, donc on avait conçu un spectacle dans différents espaces qui était un spectacle déambulatoire. Là où on a plutôt orienté sur défilé de costumes, et c'est pas les mêmes enjeux, je me permets, mais avec le Moulin Rouge qui a son spectacle tous les soirs, etc., et avec une institution publique, Opéra, où on a peut-être plus une façon de réfléchir qui est similaire. On est des grands opérateurs publics financés par l'État, où là, vous avez d'autres enjeux. Voilà.
Bonjour, Juliette Collin, je suis metteuse en scène dans Théâtre Immersif. Bonjour. Je me demandais à combien était le billet, c'était de la soirée, et quelle était la nature de partenariat entre vos deux entités. Est-ce que c'était une coproduction ou co-réalisation, enfin, ou un autre schéma? Alors nous, on a la billetterie, on a un tarif qui sont votés en conseil d'administration. Donc on a une grille tarifaire très peu souple. Soit on fait des concerts assis dans la nef avec des sièges et c'est 28 € plein tarif, 5 € assis par terre. Soit on fait des événements debout et c'est 14 € plein tarif, 10 € tarif réduit. Donc c'est vrai que c'est assez compétitif. Et après, là, on était plutôt sur une session, plutôt co-organisation, je dirais. Parce que nous, on apporte tous les éléments techniques, on va monter la scène, etc. Et on a quand même un apport financier pour la partie artistique. Mais tout ce qui est métier d'art, etc., ça, c'est totalement le Moulin Rouge qui a apporté, mis en place. Donc, c'est plutôt un modèle de co-organisation avec, nous, vraiment on apporte la partie technique, j'allais dire, musée en ordre de marche, et non pas théâtre en ordre de marche, mais musée en ordre de marche avec tout ce que ça comporte comme technique à mettre en place. Et puis, vraiment, le Moulin Rouge était totalement... nous a apporté vraiment tous ses savoir-faire et ses artistes et l'installation des stands, etc. Oui, il n'y a pas vraiment de modèle économique dans ce type de partenariat. Chacun apporte en industrie, s'il fallait expliquer dans des termes un peu barbares, mais chacun vient apporter un peu ses savoir-faire et sa méthode. La billetterie était gérée par le musée d'Orsay, évidemment. Mais il n'y a pas vraiment... L'objectif, c'est pas de chercher un modèle économique, c'est plus l'idée qui a fait germer ce projet-là et qui a surtout... ce qui nous a plu, c'était ces associations d'images, évidemment. Donc, en fait, on a collaboré sur la programmation, mais il n'y a pas vraiment de modèle économique à proprement parler. Bonjour, Cécile Crigier, directrice artistique. Je voulais savoir justement si économiquement, si commercialement, il restait des traces exploitées de cet événement. Une forme de co-branding ou quelque chose qui... je ne sais pas, je prends un exemple, par exemple un ouvrage ou quelque chose qui puisse être acheté. Alors, on avait fait pendant le temps de l'exposition, effectivement, on avait mis en place un corner, il me semble, de produits Moulin Rouge, je crois, dans la boutique à la fin de l'exposition. Donc, il y avait une association de merchandising à ce moment-là. Je ne sais pas si à l'issue de cette exposition, il y a eu d'autres éléments développés. Non, on n'a pas poussé la collaboration jusque-là. C'est vrai que c'est de plus en plus développé dans les musées, et c'est lié avec la RMN qui gère ça, de produits dérivés autour des expositions. Donc on avait, à l'occasion de l'expo, des affiches, des reproductions, des carnets, des stylos, des sacs, des tote bags, etc. Mais on n'avait pas développé une collaboration commercial spécifique de créer un produit ou un objet original autour de notre partenariat. Mais voilà, on pourrait imaginer des développements, mais on ne l'a pas fait encore. Bon, s'il n'y a plus de questions, merci à toutes et tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci.